Matin frais sur le village de Labastide-Murat. Les orages de la veille ont œuvré pour alléger l'air. Me voilà qui quitte Labastide-Murat et notre hôte Amy qui nous a gentiment accueillis chez elle hier soir. Donc Amy, si jamais tu regardes cette vidéo, je te salue et je te remercie encore pour ta gentillesse et ton hospitalité. C'était super chouette. Là, mon collègue pèlerin Nicolas est parti devant. Il est réveillé depuis plus longtemps. Moi, je me suis réveillée à 8h, ce qui est relativement tard par rapport à... Non mais ça va, hein. Et par rapport à l'heure où je me lève d'habitude. Et du coup, moi, j'avais pas faim ce matin, donc je vais déjeuner un petit peu plus tard. Là, je pars à jeun. J'avais bien envie de marcher seule aussi, donc ça tombe très bien. Et bah c'est parti. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est pareil, des orages sont prévus en fin d'après-midi ou début de soirée. Donc très probable que je ne bivouaquerai pas ce soir non plus. Je me dirige, à mon avis, là je vais m'arrêter à Vers, qui est la fin du GR 46. Après, il y a le choix de soit aller à Cahors, et c'est ce que font la plupart des gens, mais moi, je vais prendre le GR 36 dans l'autre sens, parce que je me dirige vers Villefranche-de-Rouergue. Voilà, mais bon, j'y suis pas encore. C'est parti! Aujourd'hui est ma dernière étape sur la voie de Rocamadour. Cette idée me fait un peu drôle, mais m'emplit d'excitation aussi. Je vais quitter un sentier connu et fréquenté pour un autre plus discret, comme si je me retirais doucement, sans faire de bruit, d'une voie plus large et dégagée pour aller me fondre dans les hautes herbes et parcourir un chemin secret. Ah bah oui, ça devait arriver, avec l'orage qu'il y a eu. C'est pas bien grave, parce que je peux passer par là. Et qu'au pire, je mouille mes sandales et c'est pas grave non plus. Allez. L'air est frais. Je suis seule. Y a-t-il des pèlerins devant moi? Certainement. Derrière moi? Aucune idée. Je marche et je ne m'en soucie pas. Je me suis mise dans un champ pour manger mon petit-déj. Donc j'aime bien comme ça partir un peu à jeun le matin. Je l'ai fait plusieurs fois, plutôt que de manger directement. Parfois je ressens le besoin de tout de suite tracer et manger après. Et c'est cool. Il faut savoir écouter son corps et il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce qu'on marche toute la journée qu'il faut obligatoirement se bourrer de nourriture juste avant de marcher. C'est possible, on peut faire ça, mais c'est vrai que si on n'en ressent pas le besoin, c'est qu'il n'y a pas besoin. Mais je voulais aussi parler d'autre chose, c'est que donc là je suis dans un champ, les foins ont été faits, et en fait il y a pas mal de gens du coin qui m'ont dit que le Lot, la région est tellement sèche en ce moment, et je pense que c'est le cas d'autres régions aussi, que les paysans du coin font les foins. Mais en fait c'est vrai que moi aussi, sans être une grande experte, ça m'a semblé hyper tôt, parce qu'on est début juin. Mais voilà, c'est ce qu'ils me disaient, c'est qu'il fait tellement sec qu'ils sont obligés de faire les foins maintenant, qu'ils ont été obligés de faire les foins là. Bon, à part l'orage d'hier qui a été vraiment bien costaud, donc mon bivouac aurait pas du tout tenu, mon pauvre tarp m'aurait jamais abrité, ou même les abris qu'on trouvait, il y avait tellement de vent et de grêle que c'était pas possible. En fait, c'est ce que pas mal de gens me disent, de locaux me disent, c'est que ça fait longtemps qu'il a pas bien plu comme il faut, du coup c'est hyper sec. Et les cultures sont déjà faites début juin. Et il y avait certains paysans qui disaient mais si ça se trouve, on devra rentrer le bétail à l'étable en plein été, quoi. Parce que le bétail broute l'herbe et l'herbe ne repousse pas. Il y a beaucoup de sécheresse, même s'il a bien plu. Voilà, donc là, c'est pour ça que je suis dans un champ dont les foins ont été faits. Mais c'est vrai qu'en début juin, comme ça, c'est très particulier. Bon. J'ai beaucoup de petites choses à partager, comme ça j'essaierai de les disséminer un petit peu dans cette vidéo. Plein de pensées, de choses qu'on m'a dites sur l'écosystème, ou moi-même qui ai constaté des choses. Donc je vais le faire un peu de manière dispersée dans la vidéo, histoire que ce soit pas un gros bloc indigeste, quoi. Voilà, donc là je vais manger. C'est bien aussi. J'aime cette atmosphère particulière des paysages lavés par les orages. L'air est différent, il a une odeur unique de terre encore mouillée, d'herbe encore humide, de paille et de fleurs sucrées. Les couleurs tirent un peu plus vers le gris et des teintes plus bleutées. Les matins après l'orage me séduisent beaucoup.
Puisque je vois des barbelés autour de moi, j'en profite pour vous glisser autre chose. Hier, avec Nicolas, alors qu'on arrivait à la Bastide Murat, on est passé à côté de champs qui étaient entourés de barbelés comme ici. Et en fait, on a vu un animal qui était accroché au barbelé, qui était mort. Alors je pense que c'était un ragondin, mais je suis pas certaine parce qu'il n'y avait plus vraiment sa tête. Donc j'ai pas souhaité filmer ça. En fait, les barbelés, ça pose beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de chauves-souris qui s'y accrochent et qui meurent. Peut-être même des oiseaux, et donc on a vu un gros animal. Alors je suis loin d'être une experte, je vais beaucoup moins bien en parler que des personnes qui s'y connaissent, et c'est pas ce que je prétends ici. Là je suis en train de randonner, j'ai pas plein de données, de chiffres avec moi, donc je vais parler de ce que je sais et puis de mes ressentis. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple dans le Morvan, que je commence à bien connaître quand même, la tradition de séparer les champs, les prairies par des haies est restée. C'est très bien pour les sols, pour l'écosystème, les oiseaux peuvent y faire des nids, les insectes, ça ne tue pas les chauves-souris, les ragondins, d'autres animaux qui pourraient s'accrocher dedans et mourir. Et c'est beaucoup mieux pour tout en fait. On a fait beaucoup d'erreurs en termes d'agriculture et on commence à comprendre qu'il faut revenir à des savoir-faire anciens qui étaient en fait loin d'être bêtes. J'en profite pour vous montrer un peu la vue derrière moi, je sais pas si on voit. Et donc les barbelés sont un problème, donc je voulais juste le placer là. Après voilà, je le redis, je suis pas du tout une experte dans ce domaine et je pense qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Mais c'est vrai que le fait de voir cet animal mort, du coup je me suis dit que je pouvais en parler de ce problème des fils de fer barbelés que je connaissais déjà avant de voir cet animal mort hier. Je le place ici. Je passe toute cette partie de la matinée seule. Je ne croise personne et ça me va parfaitement. Le chemin traverse surtout des bois et des champs vallonnés en passant à côté de quelques fermes vides. Une brise agréable souffle et je me sens légère. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je m'en fiche. Plus je randonne, moins je m'aide de guide. Sur des chemins aussi bien balisés que celui-ci, j'aime me laisser porter sans regarder de carte. C'est un sentiment de liberté absolue. Là, je quitte le village de Cras je pense, que j'ai à peine filmé parce que j'avais hyper envie d'aller aux toilettes. Et du coup, j'ai croisé un groupe de pèlerins que j'avais rencontrés à Rocamadour et dont certains ont partagé le même gîte avec moi. Du coup, je me demandais où ils étaient, s'ils étaient devant moi, derrière moi. Bon bah voilà, je les ai rattrapés. Du coup, moi je me pose pas déjeuner à Cras parce que j'ai petit déjeuner un peu tard, donc là j'ai pas faim et je continue. Voilà. Et d'ailleurs, comment appelle-t-on les habitants de Cras? Les crasseux? On a dû faire la blague à peu près 45 milliards de fois. Je fais de super blagues, je sais. D'ailleurs, je remarque que ces journées passées à marcher font que quelque chose lâche dans mon mental. Ou plutôt que quelque chose s'ouvre. Ça fait peur. Non mais ils font bien de le signaler en vrai, mais ça ira. Ce que je veux dire, c'est que par cette ouverture et ce lâcher-prise plus grand, je sens mon esprit plus adaptable, plus souple. Mes pensées sont comme bondissantes, joyeuses, plus promptes à changer aussi. C'est difficile à décrire. La randonnée itinérante, ou le mouvement de manière plus large, me permet de trouver des solutions, me donne de nouvelles idées, m'offre un nouvel élan créatif. Bouger pour mieux penser. Au détour du chemin, j'aperçois un endroit avec de superbes cascades. Je décide de m'y aventurer et de faire ma pause pique-nique ici. Mes compères pèlerins que j'avais laissés au village de Cras me rattrapent. Ils me voient mais ne s'arrêtent pas et tracent leur route. Je profite toute seule de ces eaux fraîches et de ce lieu paisible. Il y a quelque chose de très apaisant quand on se pose près des points d'eau. Une rivière, un lac, la mer me rendent contemplative et fascinée. Suis-je donc la seule à en profiter ?
Salut. Je me suis trouvé un endroit un peu plus stable pour me faire un café au réchaud. J'en ai pas pris ce matin, mais c'est vrai que ça me faisait bien envie, après mon petit repas de midi. Là il fait lourd, mais les orages sont prévus à partir de 18h et là il est même pas 15h, donc ça devrait le faire, sachant que il me reste peut-être 8 km avant Vers, donc 2 heures. Donc écoutez, ça devrait le faire, normalement je devrais éviter les orages. Et il y a un truc que je voulais aussi communiquer, qui est mon humble expérience et mon humble vécu sur les GR, les chemins de Compostelle. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a peu de randonneurs, et je parle bien de randonneurs, je parle pas d'habitants ou de promeneurs à la journée comme ça, et qui se mettent au bord de l'eau, qui vont chercher des endroits de pique-nique autres que des aires aménagées comme des tables de pique-nique dans des villages par exemple. Et c'est pareil d'ailleurs, souvent alors peut-être plus les pèlerins que les randonneurs, mais même s'en tiennent beaucoup aux étapes indiquées par les guides, sans vraiment faire leurs propres étapes. Alors après évidemment, si tu dors en gîte et que y a très peu de gîtes disponibles ou de commerce, c'est sûr que c'est limité et parfois t'as pas le choix, t'es obligé de faire les étapes indiquées parce qu'il y a rien d'autre, mais parfois non. Et puis même au-delà de ça, juste sortir un peu du chemin, des sentiers battus pour essayer de dénicher un endroit où se poser pour une pause ou un pique-nique, un truc un petit peu comme moi je suis allée dénicher. Ce ruisseau c'était un petit peu hors chemin et encore pas tant que ça, c'était juste à côté. Fallait cheminer un peu, fallait explorer un petit peu pour trouver l'endroit où s'asseoir, voir si c'était accessible, mais j'ai remarqué que très peu le font. Et après si ça se trouve bien plus de gens que ce que je crois le font et je les vois pas, ou je les ai pas vus faire ou j'en ai pas rencontré, mais il me semble que quand même c'est pas un truc que beaucoup de randonneurs font. De là à juger, à dire que c'est dommage, j'irai pas jusque là, mais c'est un peu dommage. Non mais bon, chacun son délire, ça se trouve, pas beaucoup de gens aiment les ruisseaux, les rivières, je sais pas. Mais en tout cas moi j'adore. Et c'est le principal. Santé. Il y a un autre marcheur qui venait dans l'autre sens, qui est venu se poser avec moi un petit peu. Puis après il y a Nico qui est arrivé, donc le pèlerin avec qui j'ai été hébergée chez Amy à la Bastide-Murat. Donc on s'est posé, voilà, j'avais fait un café pour Nico aussi, qui en voulait. Et donc l'autre pèlerin qu'on a croisé, Franck, marche sur le chemin dans l'autre sens, mais surtout lui il est parti de Malaga, en Andalousie. Et après il a rejoint la Via de la Plata, qui donc démarre en Andalousie, sud de l'Espagne. Et après il a rejoint le Camino Frances, mais il n'est pas allé à Compostelle, il est allé dans l'autre sens. Il l'a rejoint à Astorga, et là il rentre chez lui, dans la Creuse. Et donc il disait que ça faisait à peu près 54 jours qu'il marchait. C'était une super rencontre, parce que chacun a des parcours de vie super intéressants. Et en fait lui il disait que ce qui était un peu compliqué, c'est que comme il marche dans l'autre sens, très peu de gens marchent dans l'autre sens, en général tout le monde va vers Compostelle. Et donc en fait que les rencontres qu'il fait, ce sont des rencontres toujours éphémères, le temps de se poser et après de repartir, mais chacun dans une direction différente. Donc ça risque pas d'être des gens qui recroisera, et c'est pas comme quand tu marches dans un même sens avec des pèlerins qui vont dans le même sens, du coup tu peux te retrouver à certaines étapes, tu peux te recroiser. Parfois on se recroise plus, ou parfois on se croise plus pendant, je sais pas, une semaine, et puis la semaine d'après on se retrouve. Et c'est vrai qu'il disait que ça manquait un petit peu, quoi. Et c'est particulier quand tu marches dans l'autre sens. Et moi je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Alors moi ça va être que sur 2 jours a priori, hein. Mais quand je vais arriver du coup à Vers là ce soir, le lendemain, je vais prendre le GR36, mais pas en direction de Cahors, en direction de Villefranche-de-Rouergue. Donc pas en direction de Compostelle, mais en direction opposée. Du coup, déjà que, à mon avis, le GR36, dans ce sens-là, pas grand monde le prend. Mais alors là, dans l'autre sens, je m'attends pas à croiser grand monde. Mais ça me va très bien, hein. Moi, c'est pas sur une longue période que je pars. Mais c'est intéressant. Ah, il y a des gens intéressants, hein. Il y en a plein de gens intéressants. Marcher sur un GR dans l'autre sens. Créer mon propre tracé, mon propre chemin, sans suivre un GR précis. J'y songe de plus en plus. Je sais qu'un jour je le ferai. Quand, je ne sais pas. Pour combien de temps, je ne sais pas non plus. Mais avant d'entreprendre un tel projet, j'aimerais trouver une thématique à ce chemin que je me créerai. Un fil conducteur,
une symbolique. Tout ceci est à méditer, mais quand ce projet deviendra concret, je vous tiendrai au courant. Évidemment. La voie de Rocamadour suit maintenant le lit du Vers, la rivière qui porte le même nom que le village auquel je me rends ce soir. Ces eaux limpides me font terriblement envie, surtout que l'air est à nouveau lourd et que des orages violents sont prévus en fin de journée. Je ne dirais pas non à une bonne baignade. Voilà! Ça y est, elle est gelée! Elle est glacée! Oh ouais! Ah, c'est chouette! Bah, avec mes sandales, c'est mieux. C'est quand même mieux, ouais. Bah oui, on peut randonner en maillot de bain. J'avoue, je n'ai pas réussi à me mettre entièrement dans l'eau, malgré ma bonne volonté. J'en ai par contre profité pour faire une lessive, sans savon, simplement à l'eau claire. Quel bonheur! Je finis par recroiser Nicolas, mon ami pèlerin, et nous nous rendons à Vers ensemble. Nous nous demandons où nous pourrions bivouaquer ce soir. Au vu des gros orages en prévision, il nous faudrait un bon abri. Arrivés à Vers, nous réalisons que les hébergements proposés sont chers et ça nous freine. Nous demandons de l'aide à des locaux. Un gars du coin me conseille une grotte perchée au-dessus du village. Il m'y emmène pendant que Nicolas reste en bas et garde mon sac à dos. Vous m'auriez vu grimper en maillot de bain. Mais une fois redescendu, surprise. La fameuse magie du chemin a encore frappé pour nous offrir un sacré cadeau. Incroyable de nouveau ce qui arrive. En fait, arrivé à Vers avec mon compagnon de marche Nicolas, il n'y avait pas beaucoup d'options d'hébergement et puis surtout, alors il y avait un gîte d'étape qui avait la demi-pension obligatoire, donc c'était 40 €, c'est quand même un budget. Le camping était archi complet parce qu'il y avait tout un groupe de mecs en cabriolet que j'ai vu ce matin d'ailleurs passer sur une des routes qui longeait le chemin. Et en fait, ils occupent tous le camping, ils sont beaucoup, donc pas sûr qu'il y avait de la place. Il y a eu tout un truc en fait, donc on a commencé à demander à des locaux s'il y avait potentiellement un abri où se mettre parce qu'on bivouaque et qu'on veut, voilà, qu'on essaye d'économiser un max. Donc il y a un mec qui m'a parlé de la grotte des Anglais au-dessus de Vers, il m'y a emmené, donc c'était un passage quand même très très escarpé, très délicat. J'y ai été sans sac à dos, heureusement, mais c'est vrai qu'en fait c'était assez un peu, bon voilà, avec des sacs à dos ça aurait été quand même compliqué, mais donc c'était une grotte magnifique, en plus derrière d'anciennes ruines, donc ça aurait été hyper bien abrité du vent, de la pluie, la grotte était profonde et grande, et ça aurait été assez magique de passer la nuit là, c'est vrai, mais l'accès quand même assez dangereux, et surtout avec des gros sacs. Chemin très étroit avec beaucoup de branchages et escarpé, glissant, et en plus j'imaginais le lendemain après une grosse pluie comme ça, ça aurait été, voilà, j'étais moyen partante, disons. Et en fait en revenant au centre ville de Vers, Nicolas était resté, il était allé voir l'église, il y avait une messe, et en fait il a parlé avec plein de gens qui se rendaient à la messe pendant que moi j'étais en haut à la grotte des Anglais, et il se trouve que une jeune infirmière assistait à la messe et elle a un gîte à Saint-Géry, donc un village pas très loin de Vers, un gîte qu'elle n'a pas ouvert. Elle a acheté la maison avec son compagnon et la maison allait avec ce gîte. Et pour plein de raisons, le gîte n'a pas ouvert, mais elle a proposé qu'on y loge gratuitement. Voilà, donc là, je suis dans une chambre de gîte, pour moi toute seule, gratuite. Et on a un coin cuisine, on a tout ce qu'il faut, les sanitaires, tout ça. L'eau de la douche est froide, mais c'est pas grave. De toute façon, je me suis baignée toute la journée, donc je me sens pas sale. Et c'est nickel, quoi. Incroyable, hein. Donc là, ça fait 2 jours que on se fait héberger gratuitement, et là le gîte il est immense, je vais vous montrer, mais c'est un truc de fou quoi.
Elle est hyper gentille, en plus elle nous a filé des œufs fermiers parce qu'elle en a trop. Elle nous a invité à boire l'apéro, enfin bref, c'est trop sympa. Donc merci à toi également de nous avoir hébergés. C'est fou la générosité des gens. Et vu l'orage qu'il y a dehors, bivouac ça aurait pas été possible. La grotte ça aurait été cool, mais accès trop dangereux, trop escarpé, ça aurait été avec les sacs à dos là, trop bien. La magie du chemin, direct. Je pars du principe que si la vie ne rend pas possible certaines choses, c'est qu'elle a mieux à nous offrir. Si l'on avance le cœur ouvert, le monde s'ouvre aussi à nous. Face à ces orages et à ces hébergements plus chers que la moyenne sur Compostelle, nous aurions pu nous braquer ou nous décourager. Mais nous n'avons pas lâché. Nous sommes allés parler aux gens en toute ingénuité. Nombreux nous ont offert leur aide. Je n'aurais jamais pensé dormir gratuitement dans un gîte de cet acabit, et pourtant. Si l'on ouvre son cœur à recevoir de l'aide, et que l'on est capable de demander de l'aide, alors on en recevra. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce 4e épisode de mes aventures sur les voies de Rocamadour et de Villefranche-de-Rouergue. Je publie une vidéo sur ma chaîne tous les lundis à 7h du matin, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le 5e épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et à laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. À bientôt.